Radio Grille Ouverte 88.2, vous écoutez La Voix au chapitre et je me tourne à présent vers Claude Mazurek, venu nous présenter Au bord du gouffre. C'est la chronique de votre année 2015, Claude Mazurek. Une chronique un peu particulière, ne serait-ce que par sa genèse. Oui, je vis ma 84e année. Et il y a, dans 5 ans, j'ai eu, comme beaucoup de gens, un AVC, un accident vasculaire cérébral, dont je suis très bien sorti grâce aux soins dispensés par le CHU de Nîmes. Mais j'ai mesuré, au cours de l'année 2014, que j'arrivais, comme tous les gens de notre espèce, au terme de mon existence. Et j'ai, par une sorte de souci d'honneur, voulu ne pas décamper sans consigner par écrit ce que je pensais, ce que m'inspirait l'actualité, ce que m'inspirait le commerce avec mes contemporains, commerce intellectuel, commerce affectif. Et donc chaque jour, je me suis tenu à écrire une sorte de livre de bord, sans souci d'en faire un ouvrage, un livre publiable ou publié, mais à l'usage de mes proches, de mes enfants, de mon épouse, etc. Et puis, au terme de l'année, c'est-à-dire en arrivant au solstice de 2015, après 1 an de travail assumé quotidiennement, relativement dans la joie, l'effort, mon épouse m'a dit « Mais pourquoi ne songes-tu pas à éditer cet ouvrage ?» Et c'est une idée qui ne m'avait jamais passé par l'esprit. J'ai pris la proposition comme une invitation sérieuse. Je l'ai proposé à un éditeur de mes amis qui, en 36 heures, m'a dit « Nous l'éditons dans le premier trimestre de 2016 ». Et voilà comment cet ouvrage, qui n'en est pas un, a été finalement édité tel qu'il était, c'est-à-dire comme un rassemblement de chroniques, de pensées, de méditations, de propositions à l'usage de mes contemporains. Et je constate d'ailleurs que cela répondait à une sorte d'attente, puisque je reçois des éloges qui me font souffrir ma modestie naturelle, et je vois que je répondais à une sorte d'exigence qui est peut-être celle de beaucoup de nos contemporains, de nos concitoyens qui réfléchissent et qui veulent essayer de s'y retrouver dans le monde d'aujourd'hui, s'y retrouver tels qu'ils sont, dans la confrontation avec les autres, avec les événements, avec la culture. Donc, je crois avoir répondu peut-être à une sorte de besoin, disons, un besoin sociologique ou culturel. Alors, avant de parler un peu plus avant de cet ouvrage, je voudrais quand même rappeler, ça me paraît important, que vous êtes universitaire, historien et spécialiste de la Révolution française de 1789, et pendant toute votre vie, très engagé syndicalement, d'abord au SNESUP en l'occurrence, et politiquement au Parti communiste, dont vous avez été membre du comité central. Quel est le lien, et en existe-t-il un d'ailleurs, entre votre domaine historique de prédilection et vos engagements dans la vie ? C'est une question compliquée que vous me posez là. Vous savez, une vie, c'est un rassemblement de beaucoup de choses. Celle que vous avez citée, le métier d'abord que j'ai exercé pendant 40 années et qui m'a conduit à une retraite active depuis maintenant 20 ans. Donc ma vie, c'est un découpage en plusieurs quarts ou plusieurs tiers même. D'autre part, j'ai eu cet engagement que vous savez, je l'ai toujours d'ailleurs. Je suis un militant communiste. Pour moi, le communisme est une question infiniment plus importante que le temps dans lequel s'exprime l'existence d'un parti communiste. On pourra en parler. Ouais. Oui, mon rousseauisme fondamental, le discipulat que je vis à travers la pensée de Jean-Jacques Rousseau, peut-être les origines même de la Réforme, et puis ma vie syndicale, ont occupé une grande place, qui ont orienté mon action pratique de citoyen. Et puis d'autre part, je suis, comme tout un bipède doté d'un cerveau, je pense donc je suis, disait Descartes, et j'ai toujours eu un rapport étroit, un rapport vorace même avec la vie culturelle, la musique, la littérature, les romans, la poésie, etc.
Et donc, c'est tout cela qui constitue ma personnalité à moi, qui est la seule chose qui m'appartient et que j'abandonnerai lorsque le dernier jour arrivera. Voilà. Et je pense que cet ouvrage, Au bord du gouffre, le gouffre étant évidemment le néant, j'ai eu le souci de faire paraître la tricomposition de ma personnalité. Mais pas dans un souci de publicité, ni d'égotisme, mais simplement pour dire ce que, comme le dit Rousseau dans ses Confessions, ce qu'un homme ordinaire peut ordinairement dire de lui-même dans sa confrontation avec le temps dans lequel il a vécu. Hein, je suis une molécule d'humanité, mais cette molécule a eu son parcours particulier, et c'est cela que j'ai voulu rendre Et l'humanité visible. Aurait été différente si cette molécule-là en particulier n'avait pas existé. Oui, l'humanité peut-être pas, mais Ce qui est valable pour chacun de nous. Voilà, exactement. Mais en tous les cas, assurément, les plus proches et les moins lointains, disons. Cette chronique de votre année 2015, donc, qui mêle, on l'a dit, événements politiques, chronique familiale et des souvenirs d'une vie, des commentaires littéraires, hein, est-ce qu'elle n'est pas aussi pour vous une façon de tenir la rampe, si je peux utiliser une expression plus familière, hein, de conjurer un peu l'inéluctable? Alors, je dois vous dire que dans votre prologue, là, votre note d'intention du début, m'ont fait penser à cette formule que vous connaissez certainement, puisque vous êtes historien, qui est parfois utilisée par les notaires, enfin jadis c'était utilisé par les notaires pour introduire les testaments, rien n'étant plus certain que la mort, ni plus incertain que l'heure d'Issel. Est-ce que vous avez pensé à cette formule? Absolument, elle m'a inspiré. Et disons qu'elle a donné le déclic de ma réflexion. D'ailleurs, lors du solstice d'hiver de 2014, c'est-à-dire le 22 décembre 2014, lorsque je me suis mis sur mon ordinateur à taper la première chronique, celle de l'entrée dans cette année, je n'imaginais absolument pas ce que pouvait être l'année 2015 qui venait derrière, notamment les attentats, Charlie Hebdo, la suite, le risque de guerre qui se disperse comme ça à la surface du globe, les éléments de crise, la crise politique, le mécontentement, etc. Rien de tout cela n'était prévisible. Ce qui était simplement prévisible, c'est que j'essaye de tenir le coup toute l'année. Hein, et ça n'est pas une chose simple. Le philosophe Lucien Sèvres, qui rencontre aujourd'hui dans un grand quotidien national de bons bouquins, qui fait son éloge. On peut dire que c'est l'humanité. Oui, j'encourage nos auditeurs à acheter ce numéro d'aujourd'hui. Ce sera un excellent complément. Voilà. Et... Dans l'humanité, Lucien Sèvres me cite, et je reprends cette citation parce qu'il dit assez bien, il répond assez bien à la question que vous avez posée. Si l'ordinateur cérébral qui me sert d'instrument privilégié n'est apparemment pas en mauvais état, le moteur et la carrosserie qu'il véhicule sont marqués d'une irrémédiable usure. Je pense encore, donc je suis, le reste est véritablement anecdotique. Donc l'anecdotique finit par être l'encadrement, en quelque sorte, d'une pensée qui essaye de trouver de la cohérence dans sa démarche, dans un monde absolument bousculé, comme l'a été notre monde, notre pays, pendant toute l'année 2015. Alors, j'aimerais que nous picorions un peu au hasard parmi ces journées de 2015 qui ont été meublées pour vous de lectures, de rencontres, de partages, d'événements, d'anathèmes aussi parfois, en particulier quand vous évoquez le couple exécutif qui nous gouverne. Oui, alors je dirais presque que c'est la petite monnaie de mon livre, mais qui a un caractère, une dimension affective, une dimension colérique même. Oui, voilà, je suis d'origine sévenole et je le sens chaud. On sent que ça va au-delà quand même de la politique. Alors, je vais le dire tout simplement. En 2000, j'ai voté pour le candidat François Hollande, sans grande illusion, bien entendu. À mon âge, on ne vit pas sur des illusions spontanéistes. C'était la première fois dans votre vie que vous votiez à droite? Là, c'est vous qui l'avez dit, c'est pas moi. Moi, j'avais cru voter à gauche. Et dès la fin de la première semaine de sa mandature, le vendredi, quand il a rencontré la chancelière de la République fédérale d'Allemagne et la commission de Bruxelles, le président Hollande a renoncé en pratique et immédiatement, et avec toutes les conséquences politiques que cela entraîne, à la totalité des promesses fondamentales qu'il avait faites dans sa campagne électorale. J'ai donc eu le sentiment immédiat d'être trahi. Et depuis, ce sentiment d'avoir été possédé en quelque sorte
n'a pas cessé de me travailler. Donc, on trouve tout au fil des pages des commentaires sur cette politique. Mais je disais, c'est le petit côté de l'ouvrage, parce que une fois que la chose est acquise, eh bien, on est obligé de la subir pendant 5 ans. Et obligé de faire avec. Ouais. Exactement. Mais il y a ce mécontentement de fond, cette colère de fond, elle est présente, bien sûr. Alors nous allons venir à un autre personnage là qui est autrement intéressant, je pense, que nos hommes politiques contemporains, que vous évoquez très souvent, dont vous convoquez les mannes, c'est Jean-Jacques Rousseau, qui pour vous est un peu le père fondateur de votre pensée. Est-ce que vous pouvez nous raconter cette généalogie intellectuelle ? C'est un élément fondateur de ma personnalité, et ceux qui me connaissent de l'Idiorpon, notamment mes enfants, à qui j'ai longuement parlé de Jean-Jacques Rousseau dans leur jeunesse. Je dois dire que j'ai été marqué profondément par l'influence de mon père, qui était un ouvrier agricole sorti du village de Collorgue, dans la Gardenninque, ou à la limite de la Gardenninque et de l'Uzège, d'origine sévenole, l'origine de sa famille paternelle, c'est Saint-Germain-de-Calbert, donc une famille huguenote marquée profondément par la culture huguenote. Mais si mon père n'était pas véritablement croyant, il était marqué profondément par la culture protestante sévenole. Et dans sa jeunesse, à 20 ans, il a été gravement blessé en 1917. Grand mutilé, il a fait l'école des mutilés de Nîmes, ce qui a permis à ce jeune homme mutilé, qui était un ouvrier agricole, de devenir un fonctionnaire d'État dans les douanes. Et mon père a acquis une culture, je dirais, autodidactique. Il s'est abandonné à ce goût de la lecture et de la méditation sur ses lectures pendant toute sa vie. Mais quand il était jeune, il a beaucoup lu Jean-Jacques Rousseau, qui n'est pas une lecture toujours facile. Il y a des lectures tout à fait aisées. Les rêveries du promeneur solitaire sont vraiment faites pour tout le monde, mais le contrat social est une lecture difficile. Les fameux discours le sont aussi. Émile, avec la profession de foi du vicaire savoyard, ce sont des grands textes. Mais ma jeunesse a été marquée par sa familiarité avec Rousseau, donc je connaissais du Rousseau enfant. Et ensuite, bien sûr, par goût, par vocation et par nécessité, parce que j'ai travaillé rapidement comme historien sur la Révolution française, et mon maître Albert Seboul m'a dit « on ne comprend rien à la Révolution française si on n'a pas lu Rousseau ». J'ai évidemment fréquenté son œuvre, je peux dire en entier, avec l'accent mis sur certains passages plutôt que sur d'autres. Donc je suis un rousseauiste. Alors qu'est-ce que ça veut dire être rousseauiste ? Pour moi, ça veut dire qu'on pense que l'humanité, quand elle s'est constituée comme une humanité socialisée, a créé les conditions d'avoir une histoire dont le déroulement n'est pas prévu d'avance, et le résultat à la fois de l'invention, de l'intelligence humaine et de la mobilité, du changement même des relations sociales qui sont définies dans une sorte de contrat entre les individus qui constituent la société. Et c'est pour cela, d'ailleurs, que je suis devenu historien, c'est pour comprendre comment, en se constituant comme une collectivité historique, l'humanité s'est donné les moyens de sa liberté collective, avec tout ce que cela entraîne sur la formation même des citoyens, des sujets. Et donc j'ai toujours lu et compris Rousseau comme un appel à la liberté collective, collectivement engagée par l'humanité pour se construire un monde à son image et conforme à ses besoins, à ses topiques fondamentaux. Voilà, Rousseau, c'est l'élément central de mon éducation. Et on y retrouve évidemment, comme chez Rousseau même, la trace huguenote, incontestable, où on sait la part à la fois du déterminisme, de ce qui est au-delà de nous-mêmes, et qui nous vient de... Alors, les croyants diront l'éternel, nous dirons la fatalité historique, la nécessité historique, la logique historique, et puis d'autre part de ce qui résulte de notre initiative, de notre liberté, laquelle est une chose précieuse qui ne nous est pas donnée à chacun sans le concours des autres. La dame qui m'a précédé
a très bien dit cela, Voilà, à propos d'un conte pour enfants. Nous sommes tout à fait interdépendants. Voilà. Alors, Rousseau, c'est d'ailleurs, à mon avis, le fondateur de la science sociale. Le fondateur de la science sociale, avec Montesquieu, bien entendu. Donc, nous devons beaucoup à cette origine. Et puis ensuite, la découverte, alors, dans l'histoire elle-même, dans la compréhension de l'histoire, de cet immense continent de théorie et de connaissances qu'a été la pensée de Karl Marx. Voilà mes deux sources, je dirais. Les deux sources de ma réflexion, c'est toujours Rousseau en premier, Marx en second, mais même si dans le travail concret de connaissance, l'influence de Marx était beaucoup plus importante, enfin plus directement importante, parce qu'elle touchait au monde dans lequel nous sommes, qui est le monde transformé par la révolution industrielle du capitalisme. Donc deux figures paternelles, en quelque sorte, intellectuelles. Qui sont venues compléter la figure paternelle de mon père. Alors, vous ne lisez pas seulement Rousseau ou Marx, hein, la lecture a tenu et tient encore une place primordiale dans votre vie. Cette lecture dont vous dites qu'elle est réservée à une classe sociale. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer cette démarche et puis peut-être, est-ce que vous avez une solution pour la faire sortir de son ghetto ? C'est une question tout à fait fondamentale. C'est la question principale sur le plan socio-culturel de notre pays aujourd'hui. Nous sommes une France de 66 millions d'habitants, dans laquelle une petite partie de la population qui sait lire, qui n'est pas illettrée, qui est alphabétisée, lettrée, qui a fait un minimum d'études et même quelquefois des études longues, se dispense de cet effort fondamental qui est celui de la lecture. Non pas de la lecture de publicités ou de slogans ou même de magazines, mais la lecture distanciée, c'est-à-dire la lecture comme le moyen indirect de comprendre le monde dans lequel nous sommes. Il n'y a que la lecture qui donne la capacité de concevoir le monde comme il est, c'est-à-dire de fournir des concepts qui sont des instruments de connaissance, qui nous donnent la possibilité d'intervenir ensuite, d'avoir une action intelligente, ouverte. Alors, nous sommes dans ce pays de 66 millions d'habitants, environ, les statistiques le montrent, grosso modo, 10 millions de Français qui lisent, non pas tout, mais qui ensemble lisent pratiquement tout ce qui se publie. Et la France est un pays d'édition. Chaque année, on mesure 30 à 40 000 titres d'ouvrages sont publiés, republiés, réédités, réécrits. Et on a l'impression que cette édition suit un peu une courbe exponentielle. Voilà, et les amateurs de lecture, j'en suis, dévorent la lecture. Moi, je ne passe pas un jour sans lire l'équivalent, je dirais presque un livre par jour, mais et le temps me manque pour lire tout ce qui s'accumule sur ma table de travail, que j'achète, que j'emprunte, qu'on m'offre, je les parcours quelquefois, d'autres fois je les lis de manière plus approfondie, etc. Mais la lecture ne cesse pas d'être le moyen fondamental de la connaissance. Toutes les lectures. Il n'y a pas de... Par exemple, le roman. Moi, je lis beaucoup de romans. Je dévore des romans. Lucien Sèvres, dans son compte-rendu aujourd'hui, dit que je dévore. Je dévore des romans. Je suis en train, par exemple, de lire le dernier roman de Annie Erdős sur sa jeunesse, sur ses 18 ans, etc. On apprend beaucoup sur le monde qui était le nôtre, immédiatement avant nous, ou le monde tel qu'il va se profiler au-delà de nous, avec les anticipations. Et puis parce que le roman, souvent, nous dit un passé proche, mais le passé ne passe pas parce qu'il est dans notre mémoire. Il éveille notre sensibilité. Donc la lecture des romans, la poésie, les essais, les grands travaux théoriques, les ouvrages de connaissance, les ouvrages de science, pour autant qu'on y accède par une formation antérieure, ce sont tous ces éléments que nous rassemblons dans notre cerveau, qui nous permet l'échange avec nos contemporains et qui nous permet d'avoir une vision ouverte sur le monde qui vient. Alors évidemment, cela exige un effort. Cet effort demande du temps libre d'abord. C'est pourquoi il est très important que les gens ne soient pas écrasés par la tâche à accomplir quotidienne, nécessaire à leur survie, à la satisfaction de leurs besoins matériels. Il faut donc du temps, mais il faut aussi qu'on ait la conscience de la nécessité de cet effort de lecture. Alors je participe à une association, des amis d'une librairie, pour essayer de donner le goût de la lecture. Nous ne sommes pas assez nombreux à lire en France. Et l'effort de diffusion du livre
l'effort de soutien à l'édition, à la lecture, la présence de bibliothèques ouvertes, des guides de lecture, des comptes rendus de lecture, tout cela n'est pas suffisamment soutenu par les pouvoirs publics parce que c'est absolument fondamental. Et je vois même qu'il y a des régressions qui se dessinent dans le monde. Par exemple, aujourd'hui, en Angleterre, en Grande-Bretagne, qui était le pays où il y avait le plus de bibliothèques. Il n'y a pas un village, une petite ville d'Anglaise qui n'ait pas une bibliothèque magnifique. Bien, le gouvernement du Premier ministre Cameron veut supprimer les crédits qui sont attribués à ces bibliothèques anglaises qui faisaient l'admiration du monde entier il y a encore une centaine d'années. Déjà une centaine d'années. Là, il y a des phénomènes de régression culturelle intense. Alors, jamais le son-image, le slogan, la publicité, la vidéo ne remplaceront l'effort qu'on fait soi-même face à un texte imprimé, qu'il vienne sur une tablette, un écran ou un ouvrage imprimé en papier, peu importe, que représente la lecture. Alors il faut... je pense que la dignité d'être passe par cet effort. Alors on peut y consacrer beaucoup de temps, y passer le temps qu'on veut, choisir ce qui nous plaît, et plutôt que ce qui nous est imposé. Tout cela relève de la liberté. Mais l'exigence que cela nourrit me paraît essentielle. Alors moi, mon livre, c'est tout simplement une traduction directe de cet effort quotidien que j'entreprends pour lire et rendre compte de mes lectures. Je rends compte de mes lectures. Oui, je crois que c'est important aussi de partager. Absolument. La lecture en soi, contrairement à ce qu'on peut penser, n'est pas un plaisir solitaire. Hein. Exactement, c'est tout le contraire d'un plaisir solitaire. Cela donne envie d'échanger immédiatement. Qu'est-ce que tu penses de cet ouvrage? Qu'est-ce que tu as appris à le lire? Quelle émotion a pu t'inspirer la lecture, par exemple, des Misérables de Victor Hugo, les grands classiques, mais aussi les ouvrages les plus récents, ceux qui inventent de nouveaux langages, la poésie de... Alors je cite quelques poèmes, notamment d'Aragon ou de Mallarmé ou de Robert Desnos. Tout cela suscite l'émotion et valorise l'effort d'intelligence, de compréhension de ce qui nous entoure, de ce qui est aussi dans l'esprit de nos contemporains, de nos enfants. Pour en revenir à la politique, et là je crois qu'il y a un parallèle intéressant peut-être à faire avec ce que vous venez de dire de la lecture, hein. Vous dénoncez aussi le dévoiement du discours d'une gauche ou d'une pseudo-gauche qui s'adresse aux privilégiés et qui du coup laisse le champ libre à l'extrême droite. Est-ce qu'on ne peut pas aussi faire un peu le parallèle avec cet abandon de la lecture? Absolument. Je pense que, vous savez, les bonnes gens qui se laissent aller à croire que le passage de la lutte des classes à la lutte des races est un progrès dans l'histoire de l'humanité, ne sont pas des gens cyniques qui ne rêvent que plaie et bosse et qui sont inspirés par le malin. Pas du tout. Mais ils sont dégoûtés. Ils sont rejetés par un monde dont ils ne perçoivent plus la justice, la justesse même, la finalité. Et ils s'abandonnent en quelque sorte à des sentiments primaires. Oui, l'ennemi, c'est l'autre. Oui, c'est un peu notre cerveau reptilien qui parle. Je rappelle dans mon livre qu'une très vieille dame de 95 ans de mon village, Colorgue, m'a dit un jour, vous savez, monsieur Bazoris, ce qui ne va pas en France, il y a trop d'étrangers. Et des étrangers, je n'en vois aucun, car dans le village de Colorgue, les seuls étrangers qu'on connaît, ce sont des Suisses, des Allemands, des Anglais qui vivent dans de belles maisons, qui ont des rentes et qui ne sont en aucun cas porteurs d'une subversion quelconque. Au contraire, ils cherchent à se fondre dans une sorte d'international des classes moyennes aisées. Et qui sont plutôt sujets d'envie. Et quand elle dit qu'il y a trop d'étrangers, elle pense à tous ces étrangers qui sont non pas là où elle est, mais à proximité, dont elle entend parler, c'est-à-dire des étrangers mythiques, des étrangers imaginaires. Et elle pense que le danger est ici. Pourquoi? Parce qu'elle est incapable de comprendre la nature du danger réel qui est dans les structures sociales du monde dans lequel nous sommes. Alors, elle s'abandonne, bien entendu, à des formes de xénophobie involontaire. 94 ans, ça ira pas très loin. Ou de cette candeur naïve de croire que le mal est chez les autres et que le bien est chez soi, au lieu de comprendre que le bien et le mal sont en toutes circonstances
affaire de choix politique. Mais je crois que le manichéisme est un peu dans notre nature aussi. C'est tellement plus facile. Non, le manichéisme, c'est une utilisation de la contradiction pour éviter que la contradiction ne débouche sur la négation de la contradiction. Là, nous sommes dans Marx. Ouais, tout à fait. Négation de la négation. J'aime bien aussi, donc vous parsemez votre livre d'analyse historique. C'est quand même un défaut dont vous ne pouvez pas vous défaire. Oui, ça c'est ma profession. J'ai quand même fait de bonnes études et j'ai consacré très honnêtement 40 ans de ma vie à travailler l'histoire. Je travaille toujours, mais moins comme chercheur aujourd'hui que comme... je ne vais pas employer le mot parce que c'est un peu prétentieux, penseur de l'histoire. Mais, alors, j'aime bien la définition que vous donnez de la Commune de Paris, dont vous dites c'est l'éruption inattendue, intempestive et impertinente du peuple sur le devant de la scène publique. Est-ce que c'est un phénomène qui est encore possible aujourd'hui ? Mais non seulement il est possible, mais il apparaît tout le temps. Mais sans germe, comme une possibilité. Le tout, c'est de savoir si cette possibilité passera du virtuel au réel. Mais tous ces gens qui se rassemblent le samedi maintenant pour discuter entre eux sur les places publiques, tous ces gens qu'on voit partout, dans tous les pays du monde d'ailleurs, c'est pas spécialement en France, je dirais même qu'en France on est un peu en retard par rapport à d'autres qui ont commencé plus tôt, mais ce souci que les gens ont de se rassembler pour se comprendre, se connaître, pour échanger leurs idées, pour mettre en commun leurs sensibilités, mais ça c'est notre vie sociale, c'est la manière de vivre notre citoyenneté. Alors la Commune de Paris a été une chose absolument formidable, la France vaincue, trahi par son armée, par Bazaine, etc., le siège de Metz, Paris assiégé par les troupes prussiennes, humilié, et qui en plus meurt de faim. Eh bien, Paris se soulève et se donne une liberté communale. La commune, elle est communaliste avant d'être communiste, elle est communaliste. Et elle en appelle à Narbonne, à Marseille, faites la même chose que nous, prenez le pouvoir, rêvez de l'avenir. Et on établit un moratoire sur les loyers, on fixe la durée de la journée de travail, on honore le travail féminin à égalité avec le travail masculin. La commune est, en l'espace de 3 mois, a inventé, donné libre cours à des exigences qui sont encore présentes aujourd'hui. L'égalité des salaires entre les femmes et les hommes, l'égale possibilité de promotion sociale des hommes et des femmes, des pauvres et des riches, mais ça c'est une revendication qui a été formulée par la commune avec des institutions, mais c'est encore présent dans nos consciences. C'est une exigence d'aujourd'hui. Même si M. Macron pense le contraire. Mais Macron, d'ailleurs, je ne dis jamais Macron, je dis Microminus pour la pensée, Micromagnus pour le pactole. Macro-Magnus. Macro-Magnus, oui. Alors, vous ne vous intéressez pas qu'aux événements du monde, au bord du gouffre, du monde passé ou présent, voire à venir, mais vous nous parlez aussi des joies toutes simples du jardin potager, de la fabrication de la cartagène, des repas entre amis. Alors, ce sont des événements qui, dans cette chronique, n'arrivent jamais comme un cheveu sur la soupe, et qui s'insèrent parfaitement entre une critique littéraire et une verte semence à l'égard des princes qui nous gouvernent, comme pour montrer peut-être qu'il n'y a pas forcément dans nos vies les hiérarchies que l'on croit. Absolument. Et parce que tout simplement, je regarde ma vie, comme chacun peut regarder la sienne. À quoi consacrons-nous notre temps sur une journée de 24 heures ? Moi, j'en consacre beaucoup à la marche à pied. Hélas, aujourd'hui, au bout de 300 mètres, je suis essoufflé. Mais j'ai traversé les Alpes à pied. Année après année, par les chemins de grande randonnée, le GR5, le GR55 à travers la Vanoise. J'ai été du lac Léman à la Méditerranée en regardant les Alpes qui sont un spectacle inimaginable autour du Mont Blanc. C'est un souvenir qui ne s'efface jamais de ma mémoire. Voilà, j'aimais marcher, j'ai beaucoup marché, j'ai randonné. Je m'occupe d'un petit terrain que je possède, d'origine de la famille. J'y soigne mes arbres, je taille mes oliviers, je les bine, je plante mes légumes, j'essaye de mettre en valeur cette terre qui nous est donnée et qui est une terre nourricière. Et j'essaye de vivre cette dimension-là pour comprendre mon enracinement, parce que je pense que cet enracinement est un élément de compréhension des raisons pour lesquelles d'autres s'enracinent ailleurs, ou ont besoin de s'enraciner chez nous. Voilà, donc la vie quotidienne, elle est faite de cela, elle est faite des enfants qu'on éduque, avec lesquels on parle, qu'on aime, elle est faite de nos relations amoureuses, elle est faite de notre capacité physique à survivre.
de nos besoins physiologiques, de la nécessité d'entretenir cette machine qui est notre corps, sans laquelle notre âme, si on croit au dualisme, n'a pas de consistance. Et donc tout cela fait notre existence, notre vie. Et je laisse dans mon livre paraître à la fois les grandes exigences qui nous sont une dimension d'exigence collective, et puis cette présence personnelle au monde qui est mon attribut et qui durera autant que moi. Cette année 2015, alors nous allons partir loin de Collorgue, elle a été surtout marquée par les attentats que l'on sait, qui ont suscité tous les types de réactions, des plus admirables aux plus viles. Mais une question que je me posais, bon, c'est peut-être un peu anecdotique, pourquoi personne n'a-t-il rappelé que le précédent attentat en France, dont l'horreur quantitative là, se situe entre Charlie et le 13 novembre, remonte à 1961, quand l'OAS, c'est-à-dire les ancêtres directs des bons Français du Front National d'aujourd'hui, ont tué 24 personnes dans le train Paris-Strasbourg. Pourquoi personne n'a-t-il fait référence à cet événement ? On a oublié cela, on a oublié aussi les morts de Charonne, au temps de la guerre d'Algérie, etc. Vous savez, l'histoire de France, au 19e et 20e siècle, c'est quand même l'histoire de massacres assez effrayants, à la fois sur le territoire national, notamment le massacre de la Commune, mais déjà en juin 1848, et après tout, cela n'a qu'un peu plus d'un siècle, et aussi, et ne l'oublions jamais, les massacres coloniaux. 1945, les massacres à Madagascar, la conquête coloniale elle-même, qui a été une conquête massacreuse, les bagnes... Et puis, antérieurement, dans les vieilles colonies patrimoniales, l'esclavage, la traite, toutes ces choses font partie de notre histoire. On ne les évacuera pas parce qu'on n'en parlera pas. Comme disait Faulkner, le grand romancier américain, le passé ne passe jamais. Le passé vit dans la mémoire, il vit dans la culture, il vit dans les réflexes, il vit dans le souvenir que les victimes et leurs descendants conservent de ce qui a été... le temps de leurs ancêtres, de leurs parents. Nous vivons dans une histoire longue qui vit à travers nous-mêmes, dans nos réflexes, dans nos souvenirs, dans les évocations que nous faisons de notre passé proche et du passé plus lointain. Alors, ne croyons pas que ces attentats soient quelque chose d'absolument unique dans notre histoire. Ils sont une forme particulière de barbarie, telle que nous en avons connu d'autres épisodes antérieurement. La grande question, et là j'exprime ma colère à l'encontre du Premier ministre, quand il a dit qu'il comprendre, c'est excuser, pas du tout. Il faut comprendre la réalité qui conduit à ces situations-là. Et les Français, de plus en plus, cherchent à comprendre cela. Comment de jeunes Français qui sont... nos concitoyens, qu'ils sont devenus malgré ou à cause de leur origine, parce que cette origine elle-même fait partie de notre histoire, ont pu se laisser aller à des actes absolument insensés, de folie criminelle. Pour quelle cause ? Et pour dire quoi ? Qui soit dissible, qui soit intelligible ? C'est une question considérable. Et nous ne sortirons pas du risque de répétition de ces événements si nous ne faisons pas simultanément l'effort d'en comprendre la racine, l'origine. En même temps, bien sûr, qu'il faut prendre les mesures de sécurité qui s'imposent. Cela, personne ne le met en doute. La vraie question, c'est toujours celle de l'intelligence historique, de l'intelligence politique, et donc de l'action qu'il faut entreprendre pour surmonter des crises de cet ordre. Alors l'année 2015, de ce point de vue, a été terrible. Moi, j'ai perdu... à Charlie Hebdo, un ami très proche, Georges Wolasky, avec lequel j'avais prévu d'écrire un livre sur la Révolution française, je le rappelle, le plus doux et le meilleur des hommes, assassiné, pourquoi, comment ? C'est une absurdité totale. Mais cette absurdité dit aussi quelque chose qu'il faut comprendre. Je pense que les derniers épisodes ont éclairé beaucoup de citoyens français qui étaient évidemment en colère, indignés sur la nécessité de saisir les origines, les causes profondes des comportements qui les révoltent, les révulsent. Je pense à ce jeune mari d'une victime du Bataclan qui a dit « Vous n'aurez pas ma haine ».
Oui, je pense que c'est très fort. C'est une des plus belles réflexions. C'est une des plus belles réflexions parce que c'est pas par la haine qu'on répond à la haine, c'est par la compréhension des origines même de cette haine qui s'exprime, et qui s'exprime d'ailleurs dans la douleur, dans la folie. L'année 2015 est une année qui nous interroge en profondeur, et c'était tout à fait involontaire que j'ai cette année 2015 quand j'ai pris l'initiative de faire ce récit, mais j'y accorde beaucoup d'importance dans mon livre. Voilà, on a un peu l'impression quand même que votre, et ce sera ma dernière question puisque nous arrivons au terme de l'émission, que votre titre est un peu à double sens. Oui. Au bord du gouffre, en position personnelle, et au bord du gouffre aussi, même peut-être avec un pied dans le gouffre déjà pour notre société. Absolument, mais je pense que la société occidentale, l'Europe, mais plus généralement les pays d'Occident, les États-Unis en tête, sont au bord d'une catastrophe historique, d'une démolition de tout ce qu'ils ont réussi à construire et à inventer par incapacité de dominer les contradictions à cause de ces inégalités fondamentales, des conséquences absolument négatives, et puis même la destruction de l'ordre physique qui constitue l'ordre de la planète. Ouais. Nous sommes confrontés là à quelque chose qui s'inscrit dans le millénaire. Voilà, c'est bien le gouffre collectif dont je parle, mais c'est aussi, évidemment, le gouffre personnel. Et le gouffre, c'est pour moi le néant. C'est-à-dire qu'il n'y a pas l'idée d'un monde surnaturel vers lequel nous irions dans une sorte de charrette des heureux. Pas du tout. Il s'agit bien de la néantisation de ce qui a fait notre humanité. Merci beaucoup, Claude Mazouric. C'est moi qui vous remercie. De nous avoir fait partager cette tranche de vie. Vous continuez à tenir votre journal de bord pour 2016 ? Alors, très grande question. Tout le monde me dit, mais il faut continuer. Sans doute le reprendrai. De toute façon, j'écris toujours, parce que je ne peux penser qu'en écrivant. Donc, je prends des notes, je corrige, j'écris, etc. Est-ce que ce sera la même forme, même journal, ou est-ce que ce sera une autre manière de composition ? Vous savez, si je peux encore ajouter ce petit mot... en février-mars 2016, ont paru 4 ouvrages qui sont non pas des autobiographies, mais des retours d'auteurs sur leur propre existence et leur mode de pensée. Il y a l'ouvrage de Jean d'Ormesson, il y a l'ouvrage d'Emmanuel Carrère, et vient de paraître le carnet de bord de Pierre Bergougnoux. Ouais. Et mon livre. Ils sont tous parus en même temps. Ils sont tous différents dans la forme, les intentions sont variables, etc. Mais cela dit quelque chose sur la nécessité d'écrire ce qui est le présent en le nourrissant de ce qui vient du passé pour essayer d'éclairer un avenir possible. Merci beaucoup, Claude Mazouric. La Voix au chapitre s'éteint pour aujourd'hui. Et merci à Marité Boyer de l'association Graines de Lire. Merci à Claude Mazouric pour son ouvrage Au bord du gouffre, paru aux éditions Arcane 17. Et merci à Cathy Rouverol qui nous a permis de donner de la voix ce matin. Et merci surtout à vous, auditeurs fidèles. Nous nous retrouvons le mois prochain, deuxième lundi, nous serons le 9 mai, si je ne m'abuse, pour un nouveau numéro de La Voix au chapitre. Au revoir à tous.